Bienvenue à la lucarne du député, une émission qui fait une incursion dans le monde du député, ses rapports avec ses administrés, ses actions en faveur de la cohésion sociale, mais également du développement, mais aussi une incursion dans l'actualité socio-politique. Pour ce numéro, nous sommes avec le député Sangaré Yacouba. Il va se présenter tout à l'heure à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Qui est Sangaré Yacouba? Sangaré Yacouba est le député de la circonscription électorale de Koumassi, élu pour la première fois en décembre 2011. Et depuis cette date, je siège à l'Assemblée nationale pour représenter non seulement les populations de Koumassi, mais toutes les populations de Côte d'Ivoire. Voilà, chers téléspectateurs, présenter notre invité du jour. Nous allons nous intéresser au volet environnement. Nous sommes bien placés. Nous avons le bon invité. Honorable, qu'est-ce que c'est que votre commission? Définissez-nous un peu ce que vous faites dans cette commission. Notre commission a plusieurs attributions. Comme son nom l'indique, notre commission s'occupe des questions de recherche et scientifiques, donc questions de recherche, de sciences, des questions technologiques qui englobent aussi les questions d'audiovisuel, les questions de communication, les questions de tout ordre qui touche en tout cas à la communication audiovisuelle. Et nous touchons également, nous réglons les problèmes d'érosion côtière, maritime. Nous gérons également les problèmes de feux de brousse, les problèmes de monuments historiques, les sites touristiques. Et nous gérons les questions de forêt, les questions d'environnement, les questions de salubrité. Et vous voyez, c'est une commission en tout cas qui gère beaucoup de choses, et surtout le développement durable. Alors c'est une commission qui a beaucoup de choses à faire et qui ne chôme pas. En dehors du vote des lois, la commission environnement fait beaucoup d'autres activités sur le terrain. En termes d'activités sur le terrain, depuis 2012, nous avons mené beaucoup d'actions. Nous sommes allés, en tout cas en dehors d'Abidjan, nous sommes allés partout en Côte d'Ivoire où l'environnement était menacé. Nous avons fait le tour, en tout cas des grandes structures minières de la Côte d'Ivoire, des exploitations minières, pour nous enquérir d'abord des conditions d'exploitation de ces mines-là, leur impact sur l'environnement, mais aussi le fléau qui constitue l'orpaillage clandestin. Nous avons aussi mené une incursion dans ces mondes-là, que ce soit au centre du pays, que ce soit au nord du pays, que ce soit même à l'ouest. Et la commission environnement est allée un peu partout. En tout cas, ça c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Et à Abidjan également, nous avons fait des actions. Alors, comment se porte l'environnement en général en Côte d'Ivoire? L'environnement en général en Côte d'Ivoire ne se porte pas bien, hélas. Malheureusement. Malheureusement, l'environnement se porte très mal en Côte d'Ivoire. Je dirais même que nous sommes en péril en termes d'environnement, en termes de protection d'environnement. Certes, les efforts sont faits, mais ils sont insuffisants. Vu en tout cas le péril qui nous menace, il serait mieux de doubler ou tripler les efforts qui sont faits actuellement. Au lendemain des indépendances, on avait 16 millions d'hectares. C'est ce qui est écrit partout. Aujourd'hui, les estimations sont autour de 2 millions d'hectares. Donc, de 16 millions d'hectares, nous sommes à 2 millions d'hectares aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une grande différence. Mais ces 2 milliards d'hectares aussi, ces 2 millions d'hectares, cela s'est dit depuis plus d'une dizaine d'années. Moi, je me pose la question. Depuis 10 ans, on dit nous tournons autour de 2 millions d'hectares. Le chiffre ne varie pas. Ça veut dire que ce chiffre-là aussi est à regarder, à revoir. Alors, je me dis, il ne faut pas considérer la forêt comme une chose naturelle qui est là pour nous et qu'on peut faire tout ce qu'on veut. La forêt peut disparaître. Au sens vrai du terme, la forêt peut disparaître. Et si la forêt disparaît, c'est tout l'écosystème de la Côte d'Ivoire qui sera bouleversé. Alors, la biodiversité sera entamée dangereusement. Donc, il faut tout faire pour protéger la forêt. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, justement, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour protéger cette forêt? Parce qu'il y a longtemps que des mesures sont prises par le gouvernement, par l'État ivoirien, mais apparemment rien n'avance et bien au contraire, les choses
deviennent pires. Oui, les choses deviennent pires parce qu'il faut d'abord que l'Ivoirien même soit civique. Parce que l'État n'est pas le seul gardien de notre patrimoine environnemental. Est-ce parce que le message ne passe pas? Le message ne passe pas. Peut-être que c'est les vecteurs de communication qui ne sont pas adaptés. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez une population diversifiée, variée, venant de tous les horizons. Donc, il y a une méthode, il y a une pédagogie communicationnelle à utiliser. Et cette pédagogie doit s'articuler autour des langues vernaculaires. Parce que tout le monde ne comprend pas tous les mots en français. Alors, il faut connaître la composition de ces populations-là pour pouvoir s'adresser à elles de façon adéquate. Donc, la protection de l'environnement d'une manière générale, la protection des forêts, la forêt fait partie de l'environnement, la protection de l'environnement d'une manière générale est l'affaire de tous. C'est vrai, le gouvernement est le premier responsable de tout ce que nous faisons, parce que c'est le gouvernement qui doit mettre les lois, le gouvernement doit décider les règles, mais il nous appartient, chacun à ce qui le concerne, d'être le gardien de son propre environnement. Parce que la preuve, quand vous vous réveillez le matin, votre premier réflexe, c'est de balayer votre cour. Et quand on finit de balayer la cour, on va balayer devant la cour. Si chacun fait ces gestes-là, vous allez rentrer dans n'importe quel quartier, vous allez trouver le quartier propre. Donc, au-delà donc des cours, nos bureaux, notre environnement de travail, si chacun prend soin de son environnement immédiat, ces soins-là mis bout à bout, vous allez voir que nous allons avoir un environnement sain. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Je prends le cas d'Abidjan et l'exemple sur la ville d'Abidjan. Vous regardez sur le boulevard jusqu'à Destin les véhicules qui passent, vous allez voir des cadres qui baissent leur vitre pour jeter un morceau de Kleenex sur le goudron. Et même des sachets de nourriture. Des sachets d'eau qu'on a bu, on jette sur le goudron, en plein boulevard jusqu'à Destin. Les coques d'arachide sont jetées. Ça, c'est des comportements. Peut-être ceux qui le font ne savent pas que ce n'est pas bien. Donc, il faut les sensibiliser. En ce moment-là, c'est le gouvernement qui doit prendre le lead de la sensibilisation. Matraquer de façon médiatique les populations dans toutes les langues de Côte d'Ivoire, avec exemple à l'appui. Et la télévision est un vecteur, c'est le vecteur le plus puissant en matière de sensibilisation. Quand on fait ces gestes-là, ce n'est pas bien, voici les conséquences. Parce qu'on n'est pas au même niveau d'éducation. Alors, donc, j'ai dit, le gouvernement est le premier responsable, le gouvernement doit prendre le lead, mais chaque citoyen doit être discipliné, doit être, en tout cas, doit avoir le réflexe de la propriété. Alors, donc, mais d'une manière générale, l'environnement est mal géré en Côte d'Ivoire, en ville comme en campagne. Mais aujourd'hui, nos villages se portent mieux en matière d'environnement que nos villes. Et qu'est-ce qui explique cela? Cela explique qu'au village, on se connaît, la population est plus homogène qu'en ville. En ville, on vient de toutes parts, on n'a pas le même niveau d'éducation. Et ce que vous considérez comme sale n'est pas considéré par X comme sale, de telle sorte que quand vous lui dites que tel comportement peut nuire à son environnement, lui, il ne voit pas le bien fondé. Donc, il faut des spécialistes pour la sensibilisation pour que le message passe. Et j'ai dit, la langue dans laquelle le message aussi est véhiculé, c'est important. Alors qu'au village, généralement, on parle la même langue, on la maîtrise parfaitement. Donc, c'est plus facile de sensibiliser les gens. Certaines personnes disent que ce n'est pas de leur faute. C'est l'environnement qui est pollué de plus en plus de jour en jour. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure sur le terrain. Je m'explique. Par exemple, il n'y a pas de poubelles, il n'y a pas assez de poubelles, il n'y a pas assez de latrines publiques. Et donc, ils sont obligés de faire avec les moyens de bord, entre guillemets. C'est ce qui se raconte. Quel est votre avis? Moi, mon avis est vraiment opposé à cet avis-là. Parce qu'on ne peut pas mettre en tout cas une poubelle devant toutes les maisons dans la ville. Mais si chacun fait l'effort, moi par exemple, quand je suis dans ma voiture, il peut m'arriver de manger des arachides. Mais je garde les coques dans un sachet. Il peut m'arriver de boire de l'eau en sachet. Je garde le sachet. Quand je sors, je vais mettre dans une poubelle. Donc ça, c'est une fuite en avant que de dire qu'il n'y a pas assez d'infrastructures et que on fait... Non. Mais quand vous êtes dans votre maison, vous avez un comportement. Si ce comportement est vraiment écologique, mais quand vous allez sortir, vous allez adopter le même comportement. C'est une question de réflexe. Parce que ceux qui le font ne pensent pas que ça dégrade l'environnement. Moi, j'ai eu à interpeller un chauffeur de Baka au grand carrefour de Marcory, mais quelqu'un de bien élevé. Quand il a jeté le sachet d'eau et que je lui ai fait signe que ce n'était pas bien,
il est sorti de son véhicule, il a ramassé le sachet d'eau, il est rentré avec ça dans sa voiture. Voilà quelqu'un qui est bien élevé. Alors si, c'est rare, malheureusement. Si cet exemple avait été filmé et passé à la télévision, beaucoup allaient s'inspirer de cela. Donc c'est une question d'éducation. Nous avons la responsabilité collective d'éduquer nos populations et à la protection de l'environnement. C'est important pour nous tous. Ok, merci honorable. Nous allons aborder un autre point de notre entretien du jour, c'est la cohésion sociale telle que prônée par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro. Alors, en tant qu'élu du peuple, vous allez vers les différentes populations. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain en faveur de la cohésion sociale? Merci pour cette question. La cohésion sociale est une préoccupation majeure parce qu'en tant que député, nous avons été instruits par notre président, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Guillaume Soro, de partir partout, dans toute la Côte d'Ivoire, qu'on ne sorte pas un seul hameau sans parler de cohésion sociale. Celui qui donne ces messages-là, c'est pourquoi il est bien placé pour comprendre l'importance de la cohésion sociale. Donc moi, en tant que député, je me considère en mission pour pouvoir faire la promotion de la cohésion sociale. Parce que imaginez une Côte d'Ivoire divisée, ce qui est arrivé par le passé. Nous avons vu ce que ça nous a coûté. Est-ce qu'un Ivoirien souhaiterait encore revivre le passé? Je pense que non. Nous sommes dans une dynamique de développement. Pour garantir ce développement, nous avons besoin de cohésion sociale. Le développement de la Côte d'Ivoire ne se fera pas sans tous les Ivoiriens. C'est avec tous les Ivoiriens que ce développement va se faire. Donc, faire la promotion de la cohésion sociale, moi je considère cela comme une mission noble à laquelle je me donne entièrement. Et qu'est-ce que vous faites pour cela sur le terrain? Sur le terrain, c'est d'abord nous-mêmes notre comportement. Moi, je suis à Koumassi, je vais vers tout le monde. Et quand quelqu'un vient me solliciter en tant que député, je ne cherche pas à savoir il est de quel parti politique. Je ne cherche pas à savoir il est de quelle ethnie. Je ne cherche pas à savoir quelle est sa religion. Il vient solliciter son député. Je dois prendre, comme on appelle, ses doléances et faire ce que je peux faire pour satisfaire, en tout cas, ses besoins. Alors, à ce niveau, déjà, mon comportement montre à ceux qui m'approchent que moi, je ne fais pas de différence entre les gens. Je les traite sur le même pied d'égalité en tant que des citoyens de Côte d'Ivoire. Mais au-delà de cela, dans mes propos, j'essaie de mettre l'accent sur la cohésion sociale. C'est ensemble que nous sommes forts. Divisés, nous sommes fragiles. Dans tous les meetings que moi j'ai faits, si on est en période de campagne, dans toutes les rencontres que j'ai faites, comme j'ai l'habitude de le faire pour expliquer les choses, des lois, etc., tous les groupes sociaux professionnels que je rencontre, c'est le même message que je donne. Vivons en frères et sœurs. C'est dans ça que nous allons aller vers le bonheur. C'est dans ça que nos enfants vont grandir dans la paix. Parce que la paix est fondamentale. Si on n'a pas la paix, il n'y aura plus d'école, donc il n'y aura plus d'éducation. Il n'y aura plus de richesse parce qu'il n'y aura plus de travail. Il n'y aura plus, en tout cas, de Côte d'Ivoire s'il n'y a pas la paix. Donc moi, c'est le message que je donne. Je considère que je suis député et que le premier chef de cette institution, l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale. Quand il donne ce genre d'instructions, nous, on véhicule ça partout parce que c'est une cause noble à laquelle il faut pas de laquelle il ne faut pas se soustraire, à laquelle il faut adhérer. Il faut être porteur de cette bonne nouvelle. Et je pense que le message est en train de faire, en tout cas, son petit et bonhomme de chemin. Aujourd'hui, les Ivoiriens, dans toutes les couches, parlent de cohésion sociale. C'est parce que nous avons mis ça au cœur de notre action et parlementaire. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci beaucoup, honorable. Merci d'avoir accepté notre invitation ce jour. Je vous en prie. Téléspectateurs, la lucane du député s'est terminée pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau honorable Sangaré Yacouba de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement. Voilà, la lucane du député s'est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un autre numéro.